On va s'intéresser aujourd'hui à une histoire absolument fascinante, celle d'un empire au cœur de l'Afrique de l'Ouest. Un empire immense, riche, aussi puissant que n'importe quelle nation européenne de son époque. C'est l'épopée de l'empire Songhai, un véritable géant qui a dominé le commerce de l'or et du sel pendant plus d'un siècle. Et voilà la question qui va nous guider tout au long de cette analyse. Comment est-ce possible qu'un empire bâti sur l'or finisse littéralement en poussière ? Comment une civilisation aussi avancée, aussi brillante, a-t-elle pu s'effondrer de manière aussi brutale ? Pour commencer, faisons un petit saut dans le temps au milieu du 19e siècle. On suit un explorateur allemand, Heinrich Barth. Il s'enfonce dans le Sahara, obsédé par les récits anciens parlant d'une capitale perdue. La ville qu'il cherche, c'est Gao, le cœur battant du plus grand empire que l'Afrique de l'Ouest ait jamais connu. Et ce qu'il trouve sur place, eh bien, c'est un choc. Il ne trouve pas une métropole bouillonnante de vie, mais des ruines, le silence, une demeure désolée. Ce contraste saisissant entre la gloire passée et la misère présente, c'est le point de départ de notre enquête. Qu'est-ce qui a bien pu se passer ? Alors, pour comprendre comment l'empire Songhai est devenu si puissant, il faut d'abord regarder les fondations. Qu'est-ce qui a permis à de grands empires d'émerger dans cette région ? Quels étaient les ingrédients de leur puissance ? En fait, l'histoire de cette région est marquée par un cycle assez fascinant. C'est un peu toujours la même histoire. Un État devient très puissant, il conquiert tout autour de lui, puis il devient instable et finit par s'effondrer, ce qui laisse la place à un nouveau pouvoir pour émerger. On a vu ça avec l'empire du Ghana, puis celui du Mali, et enfin le Songhai. Le Songhai, c'est donc l'aboutissement, l'apogée de ce cycle. La puissance de cette région reposait sur un trio gagnant. D'abord, le fleuve Niger, une véritable artère de vie qui permettait une agriculture riche au milieu d'une zone aride. Ensuite, le dromadaire, c'est la technologie de l'époque qui a permis de traverser le Sahara et d'ouvrir des routes commerciales. Et enfin, le commerce lui-même. L'or, qui venait du sud, était échangé contre du sel, qui venait des mines du désert. Et le sel, à l'époque, c'était aussi précieux que l'or. Bon, avoir des ressources, c'est bien, mais ça ne suffit pas pour bâtir un empire. Il faut des leaders. Et l'âge d'or du Songhai, c'est l'histoire de deux rois au style complètement opposé. L'un est un conquérant, l'autre un administrateur. Et paradoxalement, c'est leur combinaison qui va forger une superpuissance. Cette dualité, c'est vraiment la clé pour tout comprendre. D'un côté, on a Suni Ali, le conquérant brutal qui a rassemblé l'empire par le fer et le feu. C'est lui qui a bâti les murs, si on veut. Et de l'autre, Askia Mohamed, l'administrateur génial qui a transformé ce territoire immense en un État qui fonctionne, avec une culture commune. Lui, il a construit la nation à l'intérieur des murs. C'est vraiment l'alliance du muscle et du cerveau. Pour se faire une idée de la réputation de Suni Ali, il suffit de lire ce que les savants de Tombouctou, ceux qu'il persécutait, écrivaient sur lui. Ils le décrivent comme le tyran, le maudit, le tueur. Cette phrase, elle est glaciale et elle montre bien la terreur qu'il pouvait inspirer. Et puis, changement radical avec son successeur, Askia Mohamed. Les mêmes chroniqueurs qui maudissaient Suni Ali ne tarissent pas d'éloges à son sujet. Pour eux, c'est un sauveur, quelqu'un qui a soulagé la détresse du peuple. C'est incroyable de voir qu'en l'espace d'une génération, l'Empire est passé d'un règne de la peur à un véritable âge d'or. Alors la question à 1 million, comment un empire aussi bien géré, aussi puissant, a-t-il pu s'effondrer ? Eh bien, la chute du Songhai n'a pas une seule cause. C'est le résultat d'une sorte de tempête parfaite, des problèmes à l'intérieur et une menace totalement nouvelle venue de l'extérieur. La première fissure, elle vient du sommet. Askia Mohamed, le grand unificateur, a laissé derrière lui un problème qu'il n'a pas su résoudre, sa propre succession. Il a eu 37 fils, et au lieu d'assurer la stabilité, ils ont plongé l'Empire dans des décennies de guerres civiles fratricides. L'Empire s'est littéralement vidé de son sang de l'intérieur. Et c'est justement au moment où l'Empire est le plus faible qu'une nouvelle menace apparaît. Une petite armée marocaine de 4000 hommes va tenter l'impensable, traverser tout le désert du Sahara pour attaquer. 4000 hommes, ça peut paraître ridicule pour s'attaquer à la plus grande puissance militaire de la région. Surtout quand on regarde ce qui les attend de l'autre côté. L'armée Songhai, c'est plus de 40 000 guerriers, une force colossale, 10 fois plus nombreuse. Sur le papier, il n'y a absolument aucun doute sur l'issue du combat. Mais les Marocains n'avaient pas fait tout ce chemin pour rien. Ils avaient avec eux une arme secrète, une technologie de rupture qui allait complètement changer les règles du jeu, la poudre à canon. Pour la toute première fois, le son des mousquets et des canons allait retentir dans le Sahel. La bataille de Tondibi, qui aurait dû être une formalité pour l'armée Songhai, va tourner au désastre absolu. Leur tactique de départ était d'envoyer un troupeau de 1000 bœufs pour piétiner les lignes ennemies. Mais au bruit assourdissant des coups de feu, les animaux, complètement paniqués, ont fait demi-tour et ont foncé droit sur leur propre armée. La ligne de front a été brisée par leur propre bétail. C'était le chaos avant même que le combat ait vraiment commencé.
Cette défaite à Tondibi, ce n'est pas juste la fin d'une bataille, c'est l'effondrement de tout un empire, un véritable cataclysme qui va redessiner la carte de l'Afrique de l'Ouest pour les siècles à venir, que ce soit sur le plan politique, économique ou culturel. Les conséquences sont tout simplement immenses. Sur le plan politique, la région explose en une multitude de petits États en guerre les uns contre les autres. Économiquement, ce chaos va ouvrir une brèche terrible pour les marchands d'esclaves européens, qui vont profiter de l'instabilité pour intensifier la traite transatlantique. Et enfin, le désastre culturel, le pillage de Tombouctou, qui était l'un des plus grands centres intellectuels du monde, anéantit des siècles de savoir. On termine avec cette prophétie, qui aurait été faite à Askia Mohamed bien avant la chute. Un sage aurait eu cette vision de ses fils se déchirant entre eux comme des oiseaux de proie et prédisant la dévastation du royaume. C'est un rappel assez tragique que même les plus grands empires, même ceux bâtis sur l'or, portent souvent en eux les graines de leur propre destruction.